On va voir maintenant effectivement l'impact de la doxypep sur l'antibiorésistance. Donc, juste pour rappel, hein, bien sûr, vous savez tous que la doxycycline, on l'utilise en traitement en première ligne pour les chlamydia. En fait, il n'y a pas de résistance décrite aux cyclines hein, pour les chlamydia. Pour le gonocoque, ça fait longtemps qu'il y a une résistance qui est arrivée. Et en France, on est à plus de 90% de résistance du gonocoque aux cyclines. Pour la syphilis, c'est une deuxième ligne de traitement, mais on l'utilise en alternative thérapeutique lorsque le patient est allergique aux antibiotiques. Il n'y a pas de résistance décrite. Et chez Mycoplasma digitalium, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça fait l'objet d'un travail qui est au niveau du CNR par Cécile Bébéard. Et on sait que Mycoplasma digitalium, on peut utiliser la doxycycline avant traitement pour baisser l'inoculum. Donc, vous connaissez tous les résultats des études d'oxypep, donc je ne vais pas parler de ça. Simplement, effectivement, il y a une action très importante sur la diminution de la syphilis et des chlamydia, que ce soit dans l'étude d'oxypep aux États-Unis où il y avait des patients vivant avec le VIH et des patients PrEPers. On vient de publier l'étude ANRS d'Oxyvac depuis quelques jours et on a retrouvé les mêmes résultats, des diminutions de 80% pour ces deux pathogènes. C'est plus important que ce qu'on avait trouvé pour l'étude de la NRS hypergay. Et au Kenya, ils n'ont pas trouvé de diminution parce que les patientes ne prenaient pas, finalement, ce n'était pas compliant, ils ne prenaient pas les antibiotiques. Pour la gonorrhée, aux États-Unis, ils ont une réduction de 50% du risque. Et dans l'étude ANRS d'Oxyvac, on a 33%. Mais en fait, je ne partage pas complètement toutes ces études, mais on a regardé effectivement, dans le cas de ces études, qu'est-ce qu'il y a comme impact sur l'antibiorésistance à la fois chez les bactéries qui sont responsables d'IST et des bactéries qu'on retrouve dans la flore. Alors, juste pour le petit point bactériaux, effectivement, la tétracycline, c'est un antibiotique qui a un large spectre d'hôtes. Effectivement, il est actif sur les bactéries responsables d'IST, mais également les bactéries qu'on retrouve sur la peau et dans la gorge, comme le Staphylococcus aureus, mais aussi les Streptococcus aureus. Dans le tube digestif, bien sûr, et effectivement, Escherichia coli et Klebsiella, toutes ces bactéries-là, elles sont sensibles normalement aux cyclines. Et on a aussi dans le spectre les autres mycoplasmes, mais également les bactéries intracellulaires, Rickettsia, Bartonella, également la bactérie responsable du Lyme et le parasite responsable du paludisme. Donc, effectivement, c'est un antibiotique qui est très utile. Après, comment il marche? Parce que, en fait, pour savoir si on est d'accord ou pas en l'utilisation de la tétracycline, il faut savoir comment ça fonctionne également. Donc ça, c'est la schématisation de la tétracycline. Et ici, vous avez la schématisation d'un ribosome bactérien. Et vous avez, en fait, le site de traduction en fait, des protéines. Donc, tout d'abord, la tétracycline, c'est un inhibiteur de la synthèse protéique. Elle vient se fixer au ribosome en se couplant à la petite sous-unité 16S du ribosome. Et ensuite, lorsqu'elle se fixe ici, elle empêche la traduction parce que il va y avoir, pardon, j'étais trop vite, il va y avoir en fait un empêchement de fixation des tRNA qui sont chargés avec les acides aminés. Et donc, la synthèse protéique ne se fait pas et toute bactérie qui ne synthétise pas des protéines meurt. Donc, comment la bactérie va faire pour résister à cette fixation? Alors là, c'est une schématisation de bactéries avec le ribosome ici. Et vous avez la tétracycline. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir l'acquisition de gènes têtes qui effluent la tétracycline. Vous voyez, il y a beaucoup de gènes têtes qui sont décrits. C'est des acquisitions. Ce n'est pas naturellement présent chez la bactérie. Ensuite, il peut y avoir une inactivation de la tétracycline. Il y a aussi des gènes têtes qui codent pour ces inactivations. Et également une protection du ribosome. Et là, finalement, la tétracycline ne peut pas se fixer. Les tRNA se fixent. Donc, la bactérie résiste à l'antibiotique. Et puis, un dernier point, qui est un point de mutation sur la RN16S, qui fait que finalement, la tétracycline ne va plus être active parce qu'elle ne peut plus se fixer sur la RN16S. Donc, finalement, la bactérie, elle va résister grâce soit à l'acquisition d'un gène tête, soit une mutation dans la RN16S. Bon, ça, c'est les gros principes. Il y a encore des petits détails, mais en gros principe, c'est un peu ça. Alors, il y a des études qui ont été faites où ils ont cloné les différents gènes têtes pour voir finalement si l'acquisition d'un gène qui code soit pour une protection ribosomale, un efflux chez Gram+, un efflux chez Gram-, ou une inactivation enzymatique, va conférer
la même résistance au tétracycline. Quand on clone le gène, qui est par exemple le gène TETM qu'on trouve chez le gonocoque, dans un vecteur d'expression, et on met ce vecteur d'expression dans un Escherichia coli, on obtient, à partir de la CMI de base, où il n'y a pas de gène, à 2 pour la doxycycline, une CMI à 64. Donc vous voyez, c'est ça le haut niveau de résistance. La CMI est très élevée. Et quand on a une CMI aussi élevée, on est sûr que la bactérie résiste bien à l'antibiotique. Et donc, du coup, en fait, vous voyez que c'est réparti entre une CMI à 4 et une CMI à 64. Alors, j'ai demandé aussi aux collègues des CNR qui m'ont gentiment en fait, donné leurs résultats sur la période 2020-2022, combien il y a de gènes TET dans les bactéries pathogènes. Alors, quand vous regardez, finalement, le Staphylococcus aureus, chez le MRSA ou pas, on a 5% de gènes TET-K chez le staphylocoque sensible et 20 à 30% chez le staphylocoque résistant. Donc ça, c'est des données françaises. Après, quand on regarde le strepto B et le strepto A, c'est des gènes TET-M et on a quasiment 3/4 des souches qui possèdent ces gènes de résistance. Quand on regarde le gonocoque, on est à 20-30% dans ces dernières années de gènes TET-M, donc des hauts niveaux de résistance encore. Pour Escherichia coli, c'est une souche sur 2. Pour les salmonelles, c'est un 25%. Donc vous voyez qu'il y a une large distribution des gènes TET déjà dans les pathogènes. Et comment ils vont pouvoir finalement être échangés. En fait, ces gènes TET, ils sont échangés assez facilement par des transferts horizontaux via des plasmides, via des transposons. Et c'est ce que je vais schématiser ici. Donc, c'est un exemple à partir d'une bactérie donneuse vers une bactérie en fait réceptrice. La bactérie donneuse, ça peut être un strepto oral, par exemple, qui a le transposon TN916 qui porte le gène TET-M. Donc ça, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, il y en a 70% à peu près. Ce transposon, il va se circulariser et il peut se réintégrer où il veut. Par exemple, chez un gonocoque, où là, le transposon se réintègre avec le gène TET-M et ce plasmide, il va se transférer de gonocoque mère à gonocoque fille. Donc la résistance, elle persiste. Donc ça, c'est pour un exemple, mais il y a d'autres possibilités de bactéries réceptrices. Alors, on va regarder le cas où la bactérie, au départ, est sensible et qu'il n'y a pas de résistance décrite. C'est le cas des chlamydia et du Treponema pallidum. Donc, le chlamydia, c'est une bactérie intracellulaire obligatoire et le Treponema pallidum, lui, il n'a pas d'éléments génétiques mobiles, pas de phage, pas de plasmide, pas de transposon. Donc, est-ce qu'il existe, donc il n'y a pas de résistance, on l'a dit chez chlamydia, est-ce qu'il existe une bactérie proche de Chlamydia trachomatis qui serait résistante aux cyclines? La réponse est oui. Chez le cochon, en 1998, on a isolé un chlamydia suisse, qui au départ était sensible aux tétracyclines, qui a acquis un gène TET-C, donc qui a conféré la résistance à cette souche qui était au départ sensible aux cyclines. Et est-ce qu'on peut la transférer, cette résistance, entre un chlamydia trachomatis et un chlamydia suisse? La réponse est également oui, parce que c'est un îlot génomique que vous voyez ici, là, qui comporte le gène TET-C. Ça, c'est un chlamydia sensible. La CMI de base de départ du chlamydia suisse, elle est à 8, et la CMI de la bactérie réceptrice est à 0,008. Lorsqu'on les met en co-culture, il y a une recombinaison homologue qui peut se faire, et finalement, le chlamydia trachomatis a acquis ce gène TET-C, et la CMI, elle est à 8. Donc, effectivement, ce n'est pas facile dans la nature d'avoir un chlamydia suisse et un chlamydia trachomatis ensemble chez le même individu, mais dans un tube, ça a été possible. Donc, maintenant, on va regarder la bactérie responsable de la syphilis. Alors, c'est pareil, c'était trop tôt. C'est pareil, il n'y a pas de résistance décrite. Est-ce qu'il y a une bactérie proche qui est résistante? Ah, je vais dans le mauvais sens. Oui, toujours chez le cochon. Je pense que les gens, ils ne vont plus manger de cochon, là. Toujours chez le cochon, on a une bactérie proche qui s'appelle Brachyspira iodysenteria. Et donc, en 2007, il a été montré une mutation dans l'ARN CSS, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et finalement, cette souche qui est proche de la Treponema pallidum a une CMI qui a remonté de 0,125 à 4. Donc, c'est possible. Alors,
je vais contredire un peu Thibaut. Quand on a des patients qui sont sous doxypep, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, il faut absolument les surveiller parce que c'est important. C'est important parce qu'il peut y avoir finalement quelque chose, un phénomène qui fait que ces bactéries qui sont toujours sensibles deviennent résistantes. Et du coup, en clinique, vous avez le patient. Donc, si vous avez un patient qui a pris de la doxypep, il faut avoir en idée qu'il y a une finalement qui a une fêlure. qui finalement elle n'a pas été traitée correctement par le traitement et réaliser donc les tests of cure et des PCR pour vérifier qu'il est bien guéri. Et pour la syphilis, pratiquer des sérologies. Et vous pouvez faire des tests de PCR aussi au niveau oral, anal et sur les ulcérations génitales. Et ça, ensuite, si vous avez ce type de risque, vous appelez le CNR. Et actuellement, donc, le CNR, c'est cultiver Chlamydia trachomatis. Les cultures cellulaires, c'est pas facile, mais on y arrive. Alors après, il n'y a pas de breakpoint, il n'y a pas de CMI de base, mais globalement, c'est quelque chose qui est faisable. Pour le tréponème, ce n'est pas encore faisable, mais le CNR est aussi en train d'avancer là-dessus. On pourra aussi vous aider pour regarder s'il n'y a pas une modification dans l'ARN 16S. Et in fine, à des fins de recherche, on peut regarder finalement si l'ADN qui est présent dans le prélèvement porte un gène tête. Donc ça, c'est de la capture, mais c'est encore du domaine de la recherche. Alors maintenant, on va s'intéresser aux bactéries qui sont déjà résistantes aux tétracyclines. Et donc pour ça, on va parler du gonocoque. Alors vous pouvez voir en fait les problématiques entre finalement ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Ouais, effectivement, vous avez, alors ils ont des breakpoints qui ne sont pas totalement comme les nôtres, mais vous avez par exemple la résistance à la ciprofloxacine en 2022 qui est à 30%. En Europe, ça c'est les chiffres Eurogasp, on est à plus de 70% en 2022. Donc après, on a la chance d'avoir des souches qui sont toujours sensibles au cefixime et à la ceftriaxone. Il y a eu un petit décrochage en Europe en 2010, mais et on voit là ce qu'on voyait tout à l'heure sur la présentation de Thibaut, la résistance à l'azithromycine qui est vraiment en train d'augmenter en Europe. Donc, les problématiques ne sont pas les mêmes parce que c'est les mêmes échelles, le 40% est au même endroit, mais il y a moins de résistance chez eux. Alors, comme il n'y avait pas de chiffres, en fait, parce que personne ne regarde la tétracycline et le gonocoque, on a créé cette carte et on voit que finalement, on est à plus de 30% dans tous les pays du monde. Quand c'est rose, c'est entre 30 à 70%, 70 à 100% quand c'est brun foncé comme ça. Donc, en fait, en Europe, on a une prévalence qui est variable dans les pays. On est à 63,4% avec un range qui va de 14 à 93% de résistance. Aux États-Unis, par contre, on est plus bas. On est entre 17 et 52%. Alors, il faut savoir aussi, quand vous lisez les papiers, que nous, on a un breakpoint pour dire que c'est résistant à 0,5 et les Américains, il est à 1. Donc, il faut faire un petit peu attention à tout ce qui est dit. Et par exemple, si on prenait les chiffres européens et qu'on regardait le taux de résistance, on est à 38,6% avec un range qui va de 5 à 82. Si on prenait les valeurs du CLSI pour comparer. Alors, une dernière chose, il y a du haut niveau de résistance, donc avec les gènes TETM, qui sont présents surtout en Afrique et en Asie. Et donc, ça, c'est aussi un risque. Alors, on va reprendre les études où ils ont donné de la doxypep. Alors, la première étude, vous la connaissez tous, c'est sur les marins qui ont pris de l'aminocycline. Et cette étude a été revisitée il y a très peu de temps par l'équipe de Chris Kenyon. Et effectivement, quand on regarde la résistance, on voit que finalement, ce n'est pas significatif entre le bras placebo et le bras minocycline. On est 43% versus 66%. Bon. Mais quand on regarde la montée de CMI, on voit que dans le groupe minocycline, les CMI ont remonté. Donc, effectivement, il y a une autre façon de regarder les résultats également. Dans l'étude au Kenya, donc publiée dans New England de Ginette Stewart, elle a regardé les PCR, ils n'ont pas eu de souche, elle a regardé les PCR positives. Et en fait, toutes les souches avaient les gènes TETM, donc ils n'ont rien vu. Il n'y avait pas de différence. Après, je voulais comparer en fait les résultats de la doxypep et doxyvac sur les cultures de gonocoque. Alors, pour les comparer ensemble, j'ai changé le breakpoint.
et on s'est mis au CLSI, le breakpoint américain. Donc tout ce qui est orange, c'est sensible. Tout ce qui est bleu ciel, enfin bleu turquoise, c'est résistant, mais à bas niveau, donc des CMI inférieurs à 4. Et tout ce qui est bleu foncé, c'est des CMI en fait, avec du haut niveau de résistance. Donc là, on est sûr, vraiment sûr que ça ne fonctionne pas, les cyclines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, ils ont des souches plus sensibles au départ. Mais nous, même si on prend ce breakpoint américain, on a déjà beaucoup de souches résistantes au départ. Et ce qui est le plus intéressant, ce qu'ils ont vu un petit peu aux États-Unis, mais qu'on a vu beaucoup plus chez nous, c'est qu'on a acquis, donc ça c'est la baseline, le standard of care, et le dernier c'est les patients sous doxypep. On a acquis du haut niveau de résistance et c'est significatif pour les souches de gonocoque. Donc effectivement, c'est quelque chose qui était attendu, mais qu'on a mis en évidence. Alors, on regarde un peu plus là les PCR pour lesquels les patients pour lesquels on n'a pas reçu de souche. On est en train d'analyser le reste des PCR. Alors, est-ce qu'on peut sélectionner de la résistance au C3G quand on utilise des doxypep ? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il n'y a pas de réponse, mais il y a des études plus ou moins provocatrices qui tentent de répondre à cette question. Alors, il y a d'abord l'étude des mathématiciens où ils ont regardé les génomes. Ils ont regardé en fait 5000 génomes et ils ont regardé s'il y avait une co-résistance tétracycline et co-résistance au C3G. Donc là, vous avez les résultats. Azithrose, ceftriaxone, ciprofloxacine, pénicilline. Donc, tétracycline en bas. Vous voyez qu'il y a un élément rassurant, c'est que le haut niveau de résistance, il n'est pas associé à des hauts niveaux, avec des CMI élevés à la ceftriaxone. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Par contre, quand on regarde le bas niveau de résistance à la tétracycline, il est associé à des des sensibilités diminuées à la ceftriaxone, donc des CMI plus élevés. Alors ça, c'est à discuter parce que peut-être la doxycycline en PEP est active et peut tuer finalement ces bactéries qui ont un bas niveau de résistance. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est un premier élément qui était plutôt positif. Le deuxième élément, c'est le papier de David Wiley, où là, effectivement, il dit qu'on va sélectionner de la résistance au C3G en utilisant la doxypep. Et là, vous voyez une carte. Bon, il y a quand même des éléments qui sont assez en faveur de ce qu'il dit. C'est parce qu'il y a un clone à succès qui porte le gène PENA60, qui diffuse depuis l'Asie, qu'on a isolé l'année dernière en France. Il y avait 5 souches. Donc, il y a des souches résistantes au C3G qui sont en Asie, qui peuvent être importées. Et en fait, toutes ces souches, elles ont été décrites dans le monde. Et à chaque fois, il y a des résistances à la tétracycline. Donc, peut-être un risque d'émerger dans le futur, de voir émerger la co-résistance chez cette bactérie aux deux antibiotiques, C3G et tétracycline. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour surveiller les patients qui sont sous doxypep pour le gonocoque ? Eh bien, il faut absolument en fait, faire des cultures. Alors, c'est vrai qu'on teste et on fait des cultures, mais si on teste, autant faire des cultures. Et effectivement, regardez si ce n'est pas des souches résistantes. Et donc, si vous avez une souche résistante, il faut nous alerter pour qu'on la séquence et qu'on fasse une alerte, parce que c'est des souches qui sont très, très surveillées en France. Et si vous avez une suspicion d'échec de traitement chez le patient, vous pouvez envoyer les tubes au CNR. On peut regarder s'il n'y a pas l'allèle PENA mosaïque 60. Voilà. Alors, pour finir, on va regarder le microbiote. Donc, il n'y a pas non plus énormément de données. Alors, il y a les données américains, ils ont été plus rapides, les Américains. Ils ont regardé la colonisation à Staph aureus, donc le Staph aureus qui était présent dans la gorge des patients. Et en fait, ils montrent, en fait, là, c'est le standard of care, là, c'est les patients sous doxypep. Ils montrent qu'il y a une diminution drastique, finalement, significative des souches de staphylocoque dans le nez. Cependant, lorsqu'ils regardent la résistance aux cyclines, en fait, il y a une augmentation. Quand on prend ces souches chez le patient qui prend de la doxypep, elles sont plus résistantes aux cyclines que les souches qui sont dans le bras standard of care de 8%. Ensuite, en fait, dans l'étude d'Oxyvac, on a regardé pour l'instant si on avait une acquisition de bactéries multirésistantes en utilisant la doxypep. Il n'y a pas d'acquisition de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline dans l'étude. Et on n'a pas d'acquisition de BLSE, mais en fait, on partait
d'un taux très élevé. Et donc, j'étais moi-même étonnée des premiers résultats. On est à 27 à 40% presque de portage de colis BLSE dans la cohorte. Donc, ce qui est énorme. Effectivement, pour voir quelque chose en acquisition, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la littérature sur les impacts des cyclines sur le microbiote? Il y avait cette étude où ils ont gardé des soldats qui étaient au Mali, qui avaient pris finalement de la doxy pour le palu, et d'autres qu'ils ont comparé ces patients à des patients qui étaient en Irak. Et là, ils n'ont pas regardé la résistance, ils ont regardé la diversité. Effectivement, il y a une modification de la diversité avec une augmentation des Bacteroides, une diminution des bifidobacterium, mais bon, rien de spécial, et c'est pas les mêmes flores de ces patients, ce ne sont pas les mêmes flores que les patients HSH. Après, il y a cette étude en 2008 où ils ont regardé en fait l'impact de l'utilisation de la doxycycline sur une bactérie, un bifidobacterium qui était dans le tube digestif. Et vous voyez ici en bleu les patients qui ont eu la doxycycline. Et en fait, on voit finalement qu'après 10 jours de doxycycline, ces patients ont acquis en fait un bifidobacterium qui portait un gène TET-W. Donc l'hypothèse d'acquisition finalement des gènes TET sur cette étude, elle paraît confirmée. Dans l'étude américaine, ils ont regardé 50 patients qui ne prenaient pas la PEP-doxy et 100 qui la prenaient à baseline et à M6. Ils ont gardé en fait l'expression des gènes de résistance aux aminosides, aux bêta-lactamines, aux macrolides, aux bactrim et à la tétracycline. Et le seul élément où il y avait une différence significative, c'était pour la tétracycline, où il y avait une augmentation de l'expression des gènes de résistance. Alors, qu'est-ce qu'ils en fait comme ça? Pas grand-chose si on n'arrive pas à relier la bactérie sur cette expression. Donc, il faut vraiment réussir maintenant à connecter le résultat à la bactérie qui produit plus de résistance. Donc, c'est ce qu'ils sont, je pense, en train de faire. Et par contre, on ne sait pas quel est l'impact clinique de cette observation. Et puis, je voulais finir en citant un papier récent de Thibault et l'équipe de Chris Kenyon. Effectivement, quand on va regarder les résultats de ces études, parce que c'est important de les regarder vraiment précisément, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Effectivement, il faut faire attention finalement sur les distributions de CMI. On a vu que la résistance ne suffit pas. Il faut regarder la proportion, en fait, la distribution de CMI, et pas uniquement la proportion de résistants. Il y a la saturation en gènes de résistance. On a vu dans l'étude en fait, d'Oxyvac que les patients ils sont saturés déjà en colis BLSE. Il y a la co-sélection de résistance. On a vu aussi que finalement, en donnant des cyclines, on peut sélectionner d'autres bactéries. Et puis, il y a la transmission chez l'humain de l'antibiorésistance. Et effectivement, ce concept est intéressant. Et j'ai trouvé que cette figure était très bien faite chez trois patients, Bill, Ron et Rick. Il y a deux patients qui ont des souches sensibles en vert et un patient qui a une souche résistante. Effectivement, on donne de la doxycycline aux 3. Celui qui a la souche résistante, il n'y aura pas de problème. Celui qui a la souche sensible, il va finalement tuer toutes ces bactéries sensibles avec la doxycycline. Mais ça va laisser place, lorsque les patients prennent de la doxycycline, à la colonisation par des bactéries résistantes. Donc ça, c'est hyper dur à montrer dans le temps, mais finalement, c'est assez logique, on va dire. Et puis, donc, pour finir, quelques messages sur la doxypep. Effectivement, les chlamydia et Treponema pallidum ne paraît pas enclin à devenir résistant aux cyclines, mais attention, en fait, on a toujours la possibilité d'avoir une acquisition de gènes TET ou des mutations dans l'ARN 16S. Pour le gonocoque, il faut vraiment un vaccin. Et dans l'étude d'Oxyvac, malheureusement, on n'a pas de résultats significatifs avec le vaccin. Il faut un vaccin spécifique pour le gonocoque. En plus, le vaccin Bexsero, il ne confère pas une immunité à chaque fois. Donc, effectivement, c'est compliqué. On aurait bien voulu qu'il fonctionne très bien. Et il faut vraiment monitorer l'émergence des souches résistantes. Pour le microbiote, franchement, je pense que vu la répartition des gènes TET dans la nature et chez les bactéries, ça va favoriser effectivement la rapide augmentation des bactéries qui expriment ce gène TET. Et donc, effectivement, l'utilisation de la doxypep, elle est intéressante pour les syphilis, pour les chlamydia. Dans certains cas, elle doit être vraiment utilisée de manière prudente
pour regarder l'émergence de la résistance. Et si vous regardez ce point-là, il faut vraiment utiliser en fait, une équipe qui est à la fois clinique et combinée avec des techniques de culture quand c'est possible et de la métagénomique et du séquençage au débit. Donc, je voulais finir en félicitant toute l'équipe de Doxivac et notre co-investigateur qui est ici, Jade, les méthodologistes, l'équipe de l'ANR avec Venzi qui a beaucoup travaillé sur ce point. Et puis, je suis très contente de faire partie du CNR et qui est dirigé par Cécile Bébéard. Et du coup, je la remercie. Je remercie aussi les collègues des autres équipes, mon équipe à Saint-Louis et tous les collègues qui participent aux surveillances européennes et de Santé publique France. Et bien sûr, la NRS pour les fonds qui nous permettent d'avoir des résultats. Merci.